Thunder, tonnerre en anglais, c'est le surnom d'une gigantesque machine volante. Il s'agit du plus gros et du plus puissant hélicoptère au monde. Il faut un géant pour soulever un géant en plein climat polaire. Des roues. Elles constituent une remorque autopropulsée. Ce sont les plus puissantes qui existent. Seront-elles capables de transporter ce monstre de 1200 tonnes? Sacré bateau! Et voici le Nemo, un sous-marin de 700 000 € tout droit sorti d'un film de James Bond. On utilise ces sous-marins pour faire de l'exploration. Il a été construit pour explorer les océans, mais sa mission aujourd'hui est de prévoir la survenue d'un tsunami. Whitecourt, dans l'État de l'Alberta au Canada. L'État de l'Alberta a une superficie égale à celle de la France. Ses paysages sont vastes et inhospitaliers, mais regorgent de pétrole. Aujourd'hui, Rob Gourlay, chef d'équipe en levage lourd, est confronté à un gros problème. Cette citerne est énorme. Et elle doit être déplacée. Un nouveau champ pétrolifère, à 13 km de là, a besoin de cette citerne. Si Rob ne parvient pas à l'y amener d'ici 3 jours, le travail ne pourra pas commencer à temps, ce qui coûterait très cher. Mais Rob ne peut pas le transporter par la route. C'est impossible de transporter une citerne de cette taille sous ces lignes à haute tension. Les lignes électriques à soulever et à désactiver sont bien trop nombreuses. Le seul moyen de le transporter est par les airs. Mais il faudrait la puissance combinée de 30 hélicoptères Bell 206 Jet Ranger pour soulever une citerne aussi lourde. Un défi impossible à relever. Mais Rob a un plan audacieux. Il va faire appel aux Russes. Le Thunder. Il s'agit du plus gros hélicoptère du monde, le 1000 Mi-26. Charge maximale 20 tonnes. Rayon d'action 2000 km. Le Thunder est 3 fois plus puissant qu'un Boeing CH-47F Chinook. Il est propulsé par 2 énormes turbomoteurs de 11 000 chevaux. Le Thunder est l'unique hélicoptère au monde doté de 8 pales, chacune d'entre elles mesurant 15 mètres de long. En rotation, leurs extrémités atteignent presque la vitesse du son. Leurs bords sont recouverts de titane ultra résistant. Le diamètre du rotor est de 32 mètres, l'équivalent de l'envergure d'un Boeing 737. Le Thunder est un monstre de métal rugissant et le Terminator des hélicoptères. L'équipage comprend le capitaine Andrei Budiridin, ancien pilote de l'air de l'armée soviétique. La raison pour laquelle il aime piloter le Thunder est très simple. J'aime piloter cet hélicoptère parce que c'est un engin gigantesque. Le copilote Yuri Tripejemski est un ancien pilote d'avion de chasse soviétique. Le Mi-26 a été construit au cours de la guerre froide pour transporter des missiles balistiques intercontinentaux. Mais aujourd'hui, Budiridin et son équipage viennent en paix. « 8h05 du matin. Il n'est pas rare de voir des hélicoptères à Whitecourt, mais celui-ci, c'est du jamais vu. Le géant russe domine tous les autres hélicoptères. C'est l'hélicoptère le plus imposant du monde. Il est absolument incomparable, tant en ce qui concerne la charge qu'il peut soulever que la distance sur laquelle il peut la porter. Le 1000 Mi-26 est capable de voler par des températures de moins 60 degrés, mais c'est beaucoup trop dangereux pour ceux qui sont au sol, frappés de plein fouet par la déflexion descendante du Thunder. Mais ce matin, les nouvelles sont bonnes. La température actuelle tourne autour de moins 17 degrés. Le levage aura bien lieu. 8h30 du matin.
L'équipage du Thunder revoit son plan de vol et se prépare pour le décollage. À 64 km de là, à l'emplacement de la citerne, Rob Gourlay prépare son équipe. La chose la plus importante à retenir, c'est que si vous repérez un danger ou un dysfonctionnement, que ce soit pour l'hélicoptère ou autour de lui, signalez-le tout de suite. On va effectuer ce levage sans prendre de risques et aussi efficacement que possible pour que tout le monde soit satisfait. D'accord ? Ces hommes travaillent sur des chantiers de forage depuis longtemps. Mais c'est la première fois qu'ils ont affaire au Thunder et à son intimidante déflexion descendante de 115 km/h. La tâche ne va pas être facile pour tous ceux qui vont travailler au sol. Il est 9h16. Il ne reste plus que 44 minutes avant le levage et Rob Gourlay appelle le capitaine André Budiridine. Vous serez prêt lorsque je vous appellerai ? Oui, on est prêt. Ok, c'est parfait. Les hommes de Rob installent un barrage routier. Il n'est pas conseillé de conduire sous un 1000 Mi-26 à basse altitude. Il est 10 h. Deux turbomoteurs de 11 000 chevaux se mettent à rugir. En à peine quelques secondes, 8 pales de rotor gigantesques se mettent en rotation à 192 tours par minute. La puissance de la déflexion descendante du Thunder peut renverser un homme. Elle peut abattre des arbres et propulser des branches comme des javelots mortels. Rob s'inquiète de voir des cabanes et des cadres en métal sur la zone du levage. Sur cette rive, il va y avoir du vent. Il va falloir faire quelque chose car la déflexion ira jusque là-bas et pourrait les projeter en l'air. Thunder arrive à toute vitesse, 295 km/h. Rob Gourlay et Dave Elson portent des casques de moto pour se protéger. Il y a bien pire. En fait, c'est comme un mini-ouragan, même si les ouragans ne sont jamais mini. La différence, c'est qu'ils n'auront pas à chasser cet ouragan. Il avance droit sur eux. Bayou Labatre, dans l'Alabama, aux États-Unis. Ceci est une plateforme auto-élévatrice, un bateau avec des jambes mobiles et rétractables qui repose sur le fond marin. Cette plateforme offshore fait 72 mètres de haut, 34 mètres de large et pèse 1200 tonnes. Soit l'équivalent de 6 statues de la Liberté. La construction de la plateforme est terminée et Joe Rodriguez a besoin de l'évacuer au plus vite de son chantier naval. Chaque jour où cette plateforme reste ici plutôt que d'être en fonctionnement en mer coûte environ 20 000 €. Il ne faut pas perdre de temps. Mais mettre à l'eau ce mastodonte de 1200 tonnes est un vrai défi mécanique. Une mise à l'eau classique demanderait l'installation de rails. Mais cette plateforme est si large, si longue et si lourde que la mise en place du système de mise à l'eau nous reviendrait à la moitié du coût de construction. Une seule machine est capable de transporter cette plateforme de la terre ferme jusqu'en pleine mer. Des roues. Le Goldhofer Mega PST. Il s'agit de la remorque modulable autopropulsée la plus puissante au monde. Charge maximale 1600 tonnes. Puissance 2000 chevaux. Le Mega PST est divisé en unités ou lignes de 4 roues et 2 essieux. Lorsque 32 unités sont alignées, les roues fournissent jusqu'à 2000 chevaux, une puissance supérieure à celle du char Abrams. C'est suffisant pour déplacer une charge de 1600 tonnes. Les roues du Mega PST sont fabriquées en Allemagne et aujourd'hui, seulement 3 entreprises les utilisent. L'équipage est composé de Brandon Berard, le seul Américain à posséder ses propres roues. Son père, Johnny Berard, son cousin, Brett Berard et Tony Broussard. Et l'opérateur du Mega PST, Hubert Landry. L'entreprise des Berard est spécialisée dans les transports quasi impossibles depuis 60 ans.
On est fiers d'exécuter notre travail de la meilleure manière qui soit et sans accroc. Tout a commencé en 1945 avec Roy, le grand-père, un camion à plateau et une petite maison. Un homme est venu lui demander s'il connaissait quelqu'un qui pouvait déplacer une maison. Il a dit qu'il paierait 50 $. Mon grand-père a répondu qu'il s'en chargerait. Chaque année, les charges deviennent de plus en plus imposantes. Tu as beaucoup évolué depuis les maisons. Oui, on fait plus grand et plus lourd. Mais les Bérard sont un peu inquiets à l'idée de transférer une plateforme de 1200 tonnes sur cette barge étroite. Si elle n'est pas parfaitement centrée sur la barge, il y a un gros risque, car on pourrait la déstabiliser et elle pourrait chavirer. Il faut impérativement éviter ça. Le message est simple. Si la barge chavire, c'est la catastrophe. L'énorme plateforme qui coûte des millions d'euros s'échouerait dans le port. Braydon aura besoin de la totalité de ces 32 lignes de roues pour remplir sa mission. Mais il y a un problème. Elles sont disséminées un peu partout dans le sud du pays. Il va falloir regrouper les 20 lignes qui sont divisées en 2 groupes à Port Arthur au Texas et les 6 lignes qui sont à Patterson ainsi que les 6 qui sont à Amelia. C'est un vrai cauchemar logistique. Toutes les roues doivent être acheminées au chantier naval en Alabama avant le lendemain midi. Il est 4h15 du matin, au quartier général des Bérard en Louisiane. Bonjour à tous, vos camions ont tous le plein et sont prêts à partir? Maintenez un bon rythme, pas d'excès de vitesse et soyez prudents. Six lignes sont prêtes à partir, mais il en manque encore 26. Il nous faut les 24 lignes en 2 fournées et vite. Comment ça en retard? Je pensais que tout était prêt. Est-ce qu'il risque d'y avoir un problème? Il faut que je sache très vite. Il est 5 heures et 6 poids lourds de 45 tonnes prennent la route, direction l'Alabama. Au bureau, Braydon se démène pour récupérer ses roues. S'il ne récupère pas un nombre suffisant de lignes, il devra annuler la mise à l'eau. Le lac Tahoe, en Californie. C'est le plus grand lac alpin d'Amérique. La petite ville d'Incline est nichée sur ses rives. La vie s'y déroule apparemment tranquillement. Mais des scientifiques ont découvert que le village repose sur une ligne de faille géologique. On se trouve très exactement au-dessus de la ligne de faille. Si un séisme nous touche, on disparaît. La présence de cette ligne de faille est évidente dans le parking de l'école, qui s'est déplacé de 9 mètres. Les scientifiques pensent que la faille s'enfonce dans les profondeurs du lac Tahoe. Cela rend l'endroit doublement dangereux. Si un séisme d'amplitude 7 fait trembler le lac Tahoe, Incline subirait non seulement le tremblement de terre, mais aussi un terrible tsunami. Le résultat serait dévastateur. Le tsunami toucherait toutes les rives, emportant avec lui les maisons, les routes, les bâtiments et les ponts. Le professeur de géologie, Richard Schweikert, doit pouvoir plonger au plus profond du lac. Il est à la recherche de la ligne de faille et de signes d'une activité sismique récente. Le problème, c'est que le lac Tahoe est très profond. C'est le 2e lac le plus profond des États-Unis. L'exploration du fond d'un lac alpin à la recherche de signes avant-coureurs d'un tsunami est une mission très spéciale qui nécessite une machine spécifique. Le Nemo, ou Seaimagine Ocean Pearl, est un sous-marin d'une valeur de 700 000 € qui paraît tout droit sorti d'un film d'espionnage. Profondeur maximale, 914 mètres. Temps de plongée, 6 heures. La cabine de l'Ocean Pearl permet une visibilité à 360 degrés. Cette machine ressemble davantage à une bulle d'air qu'à un sous-marin. Le Nemo est un sous-marin spécialisé dans l'exploration et l'observation. Si vous voulez découvrir les fonds marins, c'est la machine qu'il vous faut.
L'équipage est composé de Scott Cassell, ancien instructeur de plongée de la marine américaine et aujourd'hui pilote du Nemo. Je crois que le métier le plus sympa de tous, c'est pilote de sous-marin. Sur le bateau d'assistance, Perry Best s'occupe de la gestion des opérations. Et l'ingénieur Peter Skalski l'accompagne pour s'assurer que le sous-marin fonctionne bien et que personne n'est en danger. Tu peux me donner les données du relevé? À toi? On fait partie des rares personnes au monde qui font des découvertes tous les jours. C'est génial. Il est 8h05 du matin et Scott Cassell arrive au lac Tahoe. Les sous-marins d'exploration comme le Nemo sont petits et maniables. Et c'est ce qui les rend dangereux. La cause principale de décès dans ce genre d'engin n'est pas la noyade, mais l'asphyxie. Je crois qu'il vaudrait mieux retirer 5 kilos. Dans un espace aussi réduit que ce cockpit, le dioxyde de carbone peut très rapidement s'accumuler. C'est l'alarme de CO2 qu'on teste. Il s'agit d'une plongée test pour le sous-marin. Le bateau d'assistance plonge un sonar actif avec émetteur-récepteur. Nemo, ici surface, à toi. Bien reçu, tout va bien. Surface dans environ 2 minutes. Mais il est remonté trop vite. Le système qui contrôle la plongée et lui permet de remonter à la surface ne fonctionne pas correctement. Vous me recevez, surface? Maintiens le sous-marin. Ne fais aucun mouvement brusque. Ne bouge surtout pas. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Richard Schweikert. La plongée va peut-être être annulée. Je suis un peu déçu. À moins que Scott Cassell ne parvienne à trouver d'où vient la défaillance, cette mission sera abandonnée avant même d'avoir commencé. Ce n'est pas bon. Whitecourt, dans l'état d'Alberta au Canada. Le Thunder, ou le 1000 Mi-26, le plus gros hélicoptère du monde, s'apprête à soulever une énorme construction industrielle de 11 tonnes. L'emplacement du levage, c'est le 54. 54? Oui, 045. Rob Gourlay, responsable de levage lourd, et Wayne Elton, ouvrier du chantier de forage, sont prêts à fixer la charge à l'hélicoptère. Rob s'attend à passer un mauvais moment à cause de l'importante déflexion descendante du Thunder. Il scrute les cieux à la recherche de l'hélicoptère. Le voilà! Mi-26, Mi-26, vous me recevez? Mais le Thunder ne le reçoit pas, et il passe au-dessus d'eux sans les voir. Tu le vois toujours? Le Thunder vole bas et à grande vitesse et s'éloigne de la zone du levage. Mi-26, est-ce que vous me recevez? Ici, Mi-26. Vas-y, réponds. Vous me recevez? Ils font demi-tour. Rob n'avait pas de souci à se faire. Le Thunder effectuait simplement son virage pour arriver à une plus basse altitude. Attention, on arrive. Maintenant, il peut s'inquiéter. Il s'apprête à goûter à l'impressionnante déflexion descendante du Thunder. Les câbles de levage en acier portent de lourds crochets de 45 kg à leur extrémité qui oscillent dangereusement. Et ce n'est pas tout. Les câbles ont accumulé 6 millions de volts d'électricité statique. Si les deux hommes les touchent, ils seront électrocutés. Il faut les mettre à la terre. Les câbles continuent à se balancer dangereusement et le capitaine André Budiridin a du mal à les maîtriser. Mais le capitaine russe est un grand maître du pilotage. Il descend tranquillement les câbles, il touche terre et le danger est écarté.
Rob et Dwayne doivent maintenant fixer les câbles de levage à la citerne. La suite, c'est le Thunder qui s'en charge. Mais alors que l'hélicoptère tend les câbles, l'équipe au sol remarque qu'un des câbles est coincé. Le crochet de levage est bloqué en position ouverte. L'équipage de l'hélicoptère, aveuglé par la glace et la neige, ne repère pas le danger. Rob et Dwayne font signe au responsable de la cargaison, Konstantin Mirzayanov, de ne pas soulever la citerne. Bayou-la-Batre, en Alabama, aux États-Unis. Il est 8h05 et Braden Berard, après avoir roulé toute la nuit, rattrape enfin le convoi transportant les lignes de roues du méga PST jusqu'en Alabama. C'est une vision qui fait chaud au cœur, mais d'autres camions devraient également être en route depuis les États du Sud. C'est un métier très stressant. Il faut être prêt à affronter toutes sortes de problèmes à tout moment. Mais il semble que la longue nuit passée à téléphoner porte enfin ses fruits. Des lignes de roues arrivent de toutes les directions au chantier naval de Bayou-la-Batre. Tout a l'air en bonne voie. Il n'y a pas de temps à perdre et les roues sont assemblées en 2 longues lignes d'unités PST qui porteront la plateforme. Baissez cette ligne, dégagez le camion et fixez celle-ci. Hubert Landry se charge d'aligner les roues. Il paraît apprécier son travail. Cette machine est excellente, son utilisation est très simple. En y regardant bien, c'est un peu comme jouer à une console de jeux vidéo. Il doit maintenant assembler les différentes séries de roues. Les disques emboîtables des essieux sont boulonnés. Les roues sont donc verrouillées avec une très grande force, ce qui permet à l'alignement de roues de se déplacer comme un long véhicule unique. Le méga PST est propulsé par ces imposants blocs électriques de 490 chevaux qui alimentent le système de levage hydraulique et font fonctionner les moteurs de direction. L'envergure du projet est impressionnante. Les 2 séries de roues à 16 essieux doivent être parfaitement alignées sous la plateforme. Elles doivent ensuite la soulever et déposer ce monstre de 1200 tonnes sur la barge. Pour Braden Berard, tout est question d'équilibre. Imaginez 2 hommes du même poids, assis chacun à une extrémité d'une bascule à égale distance du centre. La bascule ne bougera pas, mais si un des hommes est un peu plus lourd, la bascule bougera. C'est le même principe avec la plateforme. Si la plateforme bascule, Braden perdra ses précieuses roues et la plateforme de 20 millions d'euros. C'est le moment pour le méga PST de montrer ce qu'il vaut. La première ligne prend rapidement sa position. Recule un peu. C'est pas mal du tout. Avance d'environ 20 cm. Le 153. Mais soudain, Braden repère un problème. Les plaques de contreplaqué qui sont disposées sous la ligne numéro 2 sont mal positionnées. Il sait parfaitement que la moindre erreur peut provoquer une catastrophe. Je vous ai fait des dessins très clairs et vous me faites passer pour un idiot devant les caméras. Qu'est-ce que tu veux savoir? Remonte-le un peu, pourquoi tu stresses comme ça? Le problème est vite réglé et les 2 lignes de roues sont mises en place. L'heure de vérité a sonné. Braden demande à ce que les jambes qui soutiennent la plateforme soient remontées. Les 1200 tonnes de cette dernière reposent maintenant uniquement sur le méga PST.
Cet incroyable système de levage hydraulique est capable de soulever ou d'abaisser une charge sur plus de 30 cm. Il peut ainsi transporter la plateforme sur un terrain irrégulier. Chaque roue possède son propre manomètre. L'information est envoyée vers le tableau de commande par une connexion sans fil. Hubert Landry peut savoir instantanément si le poids repose de façon uniforme sur la totalité de la ligne. Bonne nouvelle, la plateforme est parfaitement équilibrée. Tu le fais tout de suite? Vas-y, fais-le maintenant. Mais un nouveau problème s'annonce, et rien ne pourra le régler. Il va pleuvoir d'ici environ 45 minutes. Il n'a pas plu depuis 3 jours. La pluie est un vrai cauchemar, et la foudre pire encore. Tout est assisté par ordinateur. Si la foudre frappe, elle conduira l'électricité jusqu'au matériel et ce sera un désastre. Mais le temps manque et Braden décide de continuer. Le méga PST se met à avancer, lentement mais sûrement. Tout semble se dérouler comme prévu. Mais soudain, on entend un grand claquement et une secousse se propage dans un des énormes câbles qui passent sous la plateforme. Il s'agit de l'une des 2 amarres en acier qui maintiennent la barge à quai. Si le câble lâche, les conséquences seront désastreuses. Braden a vu le danger et il stoppe net l'opération. Ce câble va lâcher. L'équipe du chantier naval installe une poulie coupée qui abaissera les câbles. La plateforme pourra ainsi passer par-dessus sans problème. Mais c'est un retard supplémentaire. Braden donne l'ordre de reprendre l'opération et la plateforme se met en marche. Elle s'approche lentement de la barge grâce à l'autotransporteur le plus résistant et le plus puissant du monde. Voilà, c'est ça. Les plateaux hydrauliques du méga PST montent et descendent sans arrêt, maintenant la plateforme stable alors que les roues avancent sur la surface irrégulière du chantier naval. Elle est énorme. Ils doivent maintenant effectuer la partie la plus périlleuse de la manœuvre. La plateforme doit monter la rampe d'accès à la barge. Mais soudain, Braden stoppe l'opération. La météo rend la manœuvre trop dangereuse. Malheureusement, la pluie a fait son apparition. Si on continue et qu'on se retrouve dans l'obscurité, on pourrait avoir de gros problèmes. Ce contretemps coûte cher. Braden subit une énorme pression pour terminer le travail et ne pas perdre d'argent. Mais il ne peut pas mettre en danger la plateforme ni la vie de ses hommes. Ok les gars, on a terminé pour aujourd'hui. Braden n'a plus qu'à espérer que l'orage sera passé le lendemain. Sinon, son matériel coûteux et ses employés bien payés seront au chômage technique. Le lac Tahoe, en Californie. Le village d'Incline est situé sur une ligne de faille sismique. Oui, bien sûr, j'y pense. Tout le monde y pense ici. De temps en temps, on sent quelques secousses. Le professeur de géologie, Richard Schweikert, craint qu'une secousse importante puisse déclencher un tsunami qui pourrait détruire la ville. Le sous-marinier Scott Cassell s'est porté volontaire pour emmener le professeur Schweikert au fond du 2e lac le plus profond des États-Unis à la recherche de la faille. Ne bougez pas. Mais le Seamagine Ocean Pearl connaît un problème au cours de la plongée d'essai. Ne fais aucun mouvement brusque. Le système de remontée en surface pose problème. Après une série de vérifications, le Nemo est remis à l'eau. Mais personne ne sait si le système de remontée va tenir. Pour savoir si la faille est toujours active,
Ils doivent se diriger vers l'intérieur du lac. Le professeur repère déjà certains indices. On peut difficilement imaginer comment ces rochers, qui pèsent parfois plusieurs tonnes, se sont retrouvés dispersés ici. Des vagues gigantesques, c'est-à-dire des tsunamis, les ont certainement disséminés sur cette zone de plusieurs kilomètres carrés. Le professeur souhaite examiner ces rochers de plus près. Il peut essayer de dater le dernier tremblement de terre à avoir secoué le lac Tahoe. S'il est récent, la faille est certainement encore active, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour Incline. On peut faire du surplace, ce que vous voulez, s'arrêter et observer avec précision ce que vous souhaitez. C'est un engin très maniable. Le submersible est doté de 2 propulseurs à l'arrière, un à bâbord et un à tribord, qui le font avancer ou reculer. Un propulseur vertical situé au niveau du centre de gravité du sous-marin le fait monter ou descendre. Le professeur Schweikert a naturellement déjà recherché des activités sismiques, mais jamais sous l'eau. L'équipage stoppe le bateau et jette l'ancre. Tous les systèmes fonctionnent bien, tout va très bien. Je vais plonger. On est dans le lac Tahoe. On demande l'autorisation de plonger. Seamobile, autorisation accordée. Ils paraissent avoir un bon contrôle de flottabilité, mais l'équipe à la surface doit garder un contact radio constant au cas où un problème surviendrait. J'observe en ce moment des rochers glaciaires sous le Nemo. Ces rochers ont éclaté et ont été emportés à l'intérieur du lac par un tsunami. Ils suivent la piste de rochers qui paraissent avoir été projetés par un tsunami. Ils pourraient les amener droit vers la ligne de faille. Seamobile ici surface, à toi. On vous reçoit 5 sur 5. Le Nemo doit rester à proximité du bateau pour que l'équipage puisse transmettre à Scott des informations vitales. Le CO2 est à 0,047 et l'oxygène reste à 18. Mais la traînée de rochers les emmène de plus en plus profond et les éloigne du bateau. Je dois m'assurer de ne rien heurter, car ces rochers sont très hauts. Les sonars installés à l'avant aident Scott à éviter les obstacles. Ils continuent leur descente. Le Nemo peut plonger jusqu'à une profondeur de 914 mètres. Vous me recevez, surface? La communication est coupée? Ils ont perdu le contact radio avec le bateau. Vous me recevez? Si un problème survient, Scott et Richard ne peuvent compter sur personne. Donnez-moi les relevés. À vous. Whitecourt, dans l'État d'Alberta, au Canada. Il est 10h26. L'un des câbles de levage du Thunder est coincé sur le rebord de l'énorme citerne de 11 tonnes. Le crochet est bloqué en position ouverte et le capitaine de l'hélicoptère, André Budiridin, doit interrompre la mission. Une tentative de levage pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Rob et Dwayne font signe aux responsables de la cargaison d'arrêter l'opération. Konstantin Mirzayanov les voit quelques secondes avant que l'hélicoptère ne remonte. Rob libère le câble de levage et le Thunder peut remonter sans danger. Enlevez l'échelle. On enlève l'échelle, c'est ça? Oui, et vous dégarpissez. Rob et Dwayne démêlent rapidement les élingues et l'hélicoptère peut effectuer une deuxième approche. Attention, les voilà. Le gigantesque hélicoptère russe Thunder descend et flotte au-dessus de la citerne, soufflant une impressionnante déflexion vers le bas. Cette fois-ci, tout semble se dérouler à merveille. Le capitaine André Budiridin peut effectuer le levage. La charge est maintenant stabilisée et le capitaine se dirige vers la zone où il doit déposer la citerne. C'est un spectacle incroyable.
Une construction industrielle de 11 tonnes se balance sous le Thunder, un Mi-26, l'hélicoptère le plus gigantesque et le plus puissant du monde. « 10h42. Le Thunder fait du surplace au-dessus de la zone de largage. André Budiridine descend lentement la citerne et la pose. La mission est parfaitement exécutée. La citerne est enfin à sa place. Résultat de l'opération, un client satisfait et qui n'en croit pas ses yeux. La mission est accomplie et tout le monde est très content. Tout s'est très bien déroulé. Le capitaine du Thunder et son équipage atterrissent à Whitecourt. Mais il ne faudra pas attendre longtemps avant que le Thunder soit rappelé dans les airs. De retour en Alabama, le méga PST est arrivé au point critique de sa manœuvre. Coupez toutes les pompes! Braydon doit lutter pour maintenir la plateforme sur la barge. N'allez pas trop loin, la barge penche vers nous. Attention, la barge bouge! Scott Cassell et le professeur Richard Schweikert sont au fond du lac Tahoe. J'observe en ce moment des rochers glaciaires sous le Nemo. Mais ils n'ont plus de contact avec le bateau. Vous me recevez, surface? La communication est coupée? Ils sont coupés du monde. Surface! Surface! Bayou-la-Batre, en Alabama. 7h30. L'orage est passé et le ciel s'est éclairci. On a lancé les moteurs, la marée est bonne et tous les manomètres sont OK. On est prêt. Aujourd'hui, ce sera bon. Braydon est confiant, mais il sait qu'il entame la partie la plus difficile de sa mission. L'autotransporteur amène la plateforme de 1200 tonnes jusqu'à la barge. Le risque le plus important, c'est qu'elle chavire. Pour que la barge reste à niveau, les ballastes ont été remplis d'eau de mer. Lorsque le poids de la plateforme sera transféré sur la barge, il faudra vider en même temps les ballastes du poids équivalent pour maintenir cette stabilité. En théorie, ça devrait fonctionner, mais c'est une manœuvre très délicate à réaliser. La plateforme de 1200 tonnes avance sur la rampe d'accès. Son poids passe maintenant sur la barge. Abaissez légèrement la 1 et la 2. L'eau qui se trouve dans les ballastes situés sous les roues est pompée et les ballastes sont vidés. La barge devrait ainsi rester à flot et soutenir la charge de la plateforme. Mais l'eau est pompée trop rapidement. L'extrémité de la barge située sous les rampes d'accès remonte hors de l'eau. Il faut couper les pompes immédiatement pour éviter tout accident. Coupez les pompes! Il était -1. La barge s'est immobilisée. Les pompes sont inversées pour stabiliser la barge et la manœuvre reprend. Les roues avancent à nouveau. Après 20 minutes éprouvantes, le poids de la plateforme tout entière repose sur la barge. Mais Braydon veut que les jambes soient déployées aussi vite que possible. Elle touche enfin le fond. La charge est stable. La plateforme de 1200 tonnes peut maintenant s'auto-élever et libérer les roues de l'autotransporteur de Braydon. Les frères Bérard ont accompli avec brio cette mission colossale. C'est une manœuvre exécutée en souplesse pour les puissantes roues du méga PST. C'est la meilleure manière de mettre 1200 tonnes à l'eau. Apparemment, tout va très bien. Le lac Tahoe, en Californie.
Le sous-marinier Scott Cassell et le professeur de géologie Richard Schweikert sont à la recherche d'une ligne de faille au fond du deuxième lac le plus profond des États-Unis. Mais à la surface, l'équipage est inquiet. Ils ont perdu le contact radio. Seamobile, ici surface, on vous entend très mal. On ne comprend pas ce que vous dites. Mais Scott et Richard continuent de s'aventurer encore plus profond. Les rochers ont été projetés par les vagues jusqu'aux parties les plus profondes du lac. Je vais descendre un peu à cet endroit, me stabiliser et repartir le long de ce relief. Soudain, une immense faille dans le fond marin surgit de l'obscurité. Ils l'ont trouvée. Surface, on vient de découvrir une faille sismique. On est juste à côté de la ligne de faille d'incline. Elle est très facile à repérer, elle est énorme. C'est fantastique. Il s'agit d'un dénivellement de 3 mètres. Un côté du fond lacustre est descendu à la suite d'un séisme. Mais c'est l'aspect des rochers qui passionne le plus le professeur Schweikert. Des rochers se sont détachés et se tiennent encore sur une face quasi verticale de la faille. Ils n'ont pas eu le temps de dégringoler plus bas et d'être abîmés. Ça signifie que le séisme a eu lieu il y a très peu de temps. Il est peut-être survenu il y a plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, mais sur une échelle géologique, c'est très peu. Richard Schweikert pense que la faille est toujours active. Mais pour l'instant, Scott Cassell a d'autres problèmes plus urgents. Surface, surface. Surface. La communication est coupée. L'ingénieur responsable du projet, Peter Skalski, est de plus en plus inquiet. Donnez-nous les données du relevé, terminé. Un plongeur est envoyé sous l'eau pour vérifier le bon fonctionnement de l'antenne. Scott et le professeur Schweikert continuent de dater les rochers le long de la faille sans se rendre compte du danger qu'ils courent. C'est une faille très jeune. Elle plonge brutalement. À la surface, le plongeur pense avoir réparé l'antenne. Elle était coincée sous des rochers. Seamobile, est-ce que tu remontes vers le bateau? L'équipage ignore totalement la position du submersible et s'il rencontre des problèmes. Est-ce que tu nous vois? À toi. Mais le sous-marin est hors de portée. Seamobile, ici surface. Tu me reçois? Soudain, il réapparaît. Nous voilà, le plongeur peut déballaster. Le professeur Schweikert a vécu un moment inoubliable. On l'a trouvée. Elle est splendide. On l'a vue sous toutes les coutures. Un grand merci, Scott. C'était une expérience inestimable. Il a trouvé ce qu'il cherchait. La découverte de la ligne de faille aidera les scientifiques à prédire avec plus de précision le prochain séisme.